Le cours que je vais présenter aujourd'hui, il est hyper important. C'est le tuberculose pulmonaire et le tuberculose extrapulmonaire. Je vais pas trop détailler, mais je vais te donner les, les éléments importants dans ce cours. Donc, on va commencer le plan, l'introduction, épidémiologie, physiopathologie, clinique, diagnostic et les points importants dans le traitement. On commence par l'introduction. Donc, l'introduction. Les choses à ne pas oublier, c'est que le tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire. Et devant toute, selon l'OMS, devant toute tuberculose, on doit demander la sérologie HIV. On va parler surtout des formes graves, soit pulmonaire, c'est le miliaire dyspnéisant, soit les formes extrapulmonaires, c'est surtout méningo-encéphalite et le péricardite qui constituent la forme grave. Pour le diagnostic, dans l'examen direct, on va trouver les barres, la culture qui nécessite plusieurs semaines et sur milieu spécifique. Le traitement antituberculeux est pour une durée de 6 mois, parfois plus, surtout dans la tuberculose osseuse. Et osseuse, c'est 9 mois et méningée, c'est 12 mois. Et le problème majeur actuel, c'est la résistance chez les patients HIV. Il y a un BK résistante chez les patients HIV. Pour l'épidémiologie, donc l'épidémiologie, la Mycobacterium, on a 3 types, soit tuberculosis, soit bovis, soit africana. À l'examen direct, on doit rechercher les barres dans les prélèvements tels que l'expectoration, les liquides synoviales, les LCR, etc. Le prélèvement soit contaminé, soit non contaminé. Non contaminé tel que le tubage gastrique, contaminé comme les expectorations. On utilise coloration de ZNS ou bien ce qui n'a pas le fichicine, qui va donner des bâtonnets rouges acido-alcoolo-résistants. Qu'est-ce que ça veut dire acido-alcoolo-résistant? C'est-à-dire résiste à la décoloration par l'alcool et par l'acide nitrique. Mais barre positive ne signifie pas toujours qu'il s'agit de BK. Elle peut être des mycobactéries, soit tuberculosis, soit bovis, soit. Mais elle peut être mycobactérie atypique, elle peut être la nocardiose et elle peut être la bactérie de la lèpre. Donc c'est ça les bactéries qui peuvent donner aussi des barres. La culture, pour la culture, on a des milieux solides et des milieux liquides. L'avantage du milieu liquide est que les résultats est obtenus dans des durées plus courtes, généralement 7 à 10 jours. Par contre, les milieux solides, les résultats, après 21 jours, on commence d'avoir des résultats. C'est ça. La différence entre les mycobactériums tuberculosis et bovis se fait par il y a une différence au niveau des colonnes. Comme dans le cas de bovis, on trouve des petites colonnes lisses et brillantes. Pour le mode de transmission, soit aérien, soit digestif, soit inoculation directe cutanée, c'est-à-dire aérien pour que transmission aérienne faite, il faut le malade qui présente une forme pulmonaire évolutive active, c'est-à-dire un sujet bacillifère avec un caverne. Digestive pour les bovis, Mycobacterium bovis, on la trouve dans le lait des vaches. Cutanée rare, généralement inoculation directe sur un pot à l'occasion d'une blessure de la peau. Et avec un contact direct, c'est-à-dire un plaie souillé par la terre. C'est ça. Directement physiopathologie, donc les organes BK touchent les poumons.
parce que c'est une bactérie aérobie stricte et les poumons a un teneur élevé en oxygène, touche les lobes apicales et postérieurs. Après les poumons, touche l'os et surtout l'os rachidien, les vertèbres, car il est richement vascularisé. Donc le pourcentage de l'air est très important. Puis elle touche le cortex rénal parce qu'il est aussi très bien vascularisé. Puis elle touche les méninges. Puis les autres organes, érogénitales. Et elle touche également les ganglions, mais par passage lymphatique cette fois-ci. Donc BK touche les macrophages et les lymphocytes. Donc on dit après une primo-infection BK passe dans les voies lymphatiques vers les ganglions et reste quiescente et qui va être réactivée dans le cas d'immunodépression. Donc la clinique, je ne vais pas trop détailler les formes pulmonaires et les formes extra-pulmonaires, je vais dire ce qui est particulier, ce qui est caractéristique. Pour le pulmonaire, la primo-infection, souvent asymptomatique. À la radio, on trouve deux images, le chancre d'inoculation et les adénopathies. Parfois, dans la primo-infection, on trouve l'érythème mais c'est pas très caractéristique de la primo-infection tuberculeuse. Elle peut être d'autres choses comme streptocoque B, yersiniose ou bien des causes médicamenteuses, surtout l'ostéoprogestative Bactrim des ANS. On a aussi les formes latentes et le miliaire. On passe directement aux tuberculose extrapulmonaire. Pour tuberculose péritoniale, donner généralement des acides. Osseuse, mal de pote localisée préférentiellement dans l'étage dorsal avec souvent des complications type épidérite et des abcès froids. Pour la méningoencéphalite, ce qui est caractéristique dans la méningoencéphalite tuberculeuse, pour l'épidémie, on va trouver souvent un terrain d'immunodépression sujet âgé, bien corticothérapie prolongée, bien séropositif HIV. On trouve les signes d'imprégnation de tuberculose, tels que le CIR, l'asthénie, l'amaigrissement, l'anorexie et l'évolution est subaiguë. On a le syndrome méningé, on a le syndrome encéphalytique avec l'atteinte du nerf surtout 3. On a aussi des manifestations psychiatriques, des troubles psychiatriques type hallucination, c'est généralement des tuberculomes. On trouve aussi des troubles hydrauliques avec hydrocéphalie, c'est un élément d'orientation. On trouve aussi des atteintes ischémiques, des vascularites associées aux accidents ischémiques avec sténose artérielle et veineuse. On trouve aussi des signes basilaires avec atteinte de tronc cérébral, atteinte d'hypercrânien, surtout le 3, le 6 et le 7. Avec des troubles neurovégétatifs, hypertension, tachycardie, bradycardie, etc. On trouve parfois une arachnoïdite qui évoque tuberculose. N'oubliez pas aussi l'hyponatrémie par le syndrome de Schwarz-Barter, etc. Maintenant, la forme de tuberculose et HIV. Il faut connaître un radio normal, n'éliminez pas le tuberculose. On a aussi, dans le cas de tuberculose HIV, co-infection tuberculose HIV, surtout des formes disséminées, surtout des manifestations extrapulmonaires. On peut, si on a fièvre prolongée chez un patient séropositif, fièvre qui est inexplicable avec altération d'état général, on peut donner un traitement d'IPREV anti-TBC. Et n'oubliez pas la résistance, BK résistance chez ces patients. On passe directement au diagnostic. Donc, pour la radiothorax, on trouve plusieurs images. Caverne à paroi épaisse de 2 mm. Le caverne est de 2 cm et est très riche en BK. On trouve jusqu'à 17 puissance 9 particules. On trouve aussi des images nodulaires, des infiltrations au niveau du sommet, des miliaires en grains de mie diffuses et
il faut faire la différence entre le miliaire cardiogène et miliaire bronchogène. Donc c'est ça, pour les éléments biologiques, on trouve souvent une hyponatrémie. L'examen des règles d'expectoration sur 3 jours successifs, soit expectoration, soit typage gastrique, soit des expectorations induites, soit des expectorations matinales. Pourquoi matinales? À jeun, parce que pour éviter la déglutition des crachats. Pour le tuberculose extrapulmonaire, on peut utiliser la culture PCR, l'examen anapath, où on trouve l'examen de certitude sur le granulome gigantocellulaire caseuse, mais il n'est pas vraiment spécifique. Le diagnostic de certitude, c'est la mise en évidence de BK. Mais le granulome gigantocellulaire, même si c'est caseuse, on peut trouver dans d'autres infections telles que l'histoplasmose, cryptococcus, la syphilis. Donc c'est ça. Bon, pour la culture, la méthode de la culture, on va faire premièrement un prélèvement sur 10 champs, puis on va élargir sur 100 champs, puis sur 300 champs. Mais lorsqu'elle est positive, elle est positive. Peu importe 10 ou bien 100 ou bien 300 champs. La culture, normalement la culture, on va vérifier chaque semaine notre milieu et on va décontaminer parce que parfois il y a d'autres germes qui poussent. On va décontaminer parce que s'il y a d'autres germes, ils vont inhiber la croissance de BK. Donc le résultat obtenu à J28, J42 et J70. Donc c'est ça. On a d'autres tests tels que le test de quantiferon, c'est le dosage de la sécrétion d'interféron gamma sécrété par les lymphocytes T stimulés, c'est-à-dire activés, du patient. On donne donc l'antigène de Mycobacterium tuberculosis ou bien bovis. Donc il ne fait pas la différence entre bovis et tuberculosis, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réaction croisée avec le BCG. Par contre, le DR, il y a le DR est interprété en fonction de BCG. Donc le quantiferon, c'est l'objectif de quantiferon qui est dépistage de tuberculose latente, mais pas le tuberculose maladie. Donc le quantiferon, c'est ça pour les DR. Les DR, c'est l'intradermoréaction. Donc s'il détecte l'hypersensibilité retardée après une primo-infection de 6 à 8 semaines, c'est-à-dire 2 à 3 mois, interprété en fonction de BCG. Donc, c'est le malade vacciné considéré comme positif s'il est supérieur à 15. S'il n'y a pas vacciné, considéré comme positif s'il est supérieur à 10. Donc, on ne peut pas répéter les DR. Il faut au moins 3 semaines d'intervalle, c'est-à-dire 21 jours, parce qu'il y a le risque de fond négatif par la désensibilisation. Parfois, on trouve une IDR négative. Si on trouve une IDR négative, qu'est-ce que ça veut dire? Soit une absence de contact avec l'antigène tuberculose, c'est-à-dire absence de la maladie, soit une infection récente datant moins de 3 mois, soit elle peut être sarcoïdose, rougeole, lymphome, coqueluche. La différence entre l'IDR et le quantiferon, que le quantiferon, il n'y a pas de réaction croisée avec le BCG et il est plus coûteuse. Pour les plus coûteux et pour les DR, c'est un examen qui est croisé avec le BCG, dépend de BCG, et c'est un examen opératoire dépendant. Donc c'est ça. Pour les autres examens à demander, n'oubliez pas les tests de résistance, surtout les patients, surtout pour la rifampicine et les isoniazides chez les patients HIV. N'oubliez pas le Fondeil. Dans le Fondeil, on va trouver soit les tubercules de Buchin dans forme secondaire de tuberculose. Et on trouve aussi le tubercule choroïde, c'est le tuberculose ophtalmique isolé. On va l'APL aussi, les hémocultures, recherche de BK dans les ACR et les hémocultures sur le milieu isolateur. Surtout dans les formes disséminées, il est recommandé de faire des hémocultures.
On passe au traitement, dernier chapitre. Bon, le traitement, qu'est-ce qu'on a comme des molécules? On a la rifampicine, isoniazide, pyrésinamide qui sont bactéricides et l'éthambutol, c'est bactériostatique et agit sur le bica extracellulaire. On ajoute l'éthambutol pour éviter l'émergence. On commence par la rifampicine, c'est un inducteur enzymatique. La dose c'est 10 mg par kg par jour. Les effets secondaires, surtout l'hépatotoxicité et les réactions hypersensibilité donnent des manifestations telles que l'anémie hémolytique. Pour les oniazides, 4 à 5 mg par kg par jour. Les effets secondaires, neuropathie périphérique. Les nouvelles recommandations préconisent la donner systématiquement de vitamine B1, B6 pour cette neuropathie périphérique. Ils donnent aussi des cytolyses hépatiques, ils donnent syndrome algodystrophie. Certains préconisent la pratique des réflexes osteotendineux de façon périodique. À la recherche de syndrome épaulement, ils donnent aussi lupus induit, patients avec fièvre, éruption, arthromyalgie, leucopénie, neutropénie, donnent aussi des convulsions. On passe à la pyrazinamide, on a l'hépatotoxicité, on a une hyperuricémie. Le mécanisme de l'hyperuricémie, c'est la compétition au niveau d'excrétion urinaire avec le pyrazinamide et l'acide urique. Donc, c'est ça. On va pas rechercher toujours le dosage d'acide urique parce qu'on va trouver systématiquement élevé avec un traitement de pyrazinamide. L'intérêt lorsque le malade est symptomatique avec des arthralgies, dans le sens de mettre le malade sous Zyloric par exemple. Certains préconisent que on va traiter le malade même par un allopyrinol. Même il est asymptomatique lorsque le taux de l'acide urique supérieur à 120. Donc à discuter. S'il est asymptomatique, à discuter si le taux supérieur à 120. Mais s'il est symptomatique, il est recommandé de mettre le malade sous Zyloric. Les effets, on passe en éthambutol. Donc les effets secondaires pour les éthambutol, c'est la névrite optique rétro-bulbaire. Donc on va contrôler le champ visuel et la couleur, la vision des couleurs. Donc la couleur qui est touchée, c'est la couleur rouge. Donc le malade, il va avoir le rouge en vert. C'est ça, mais c'est réversible après l'arrêt de traitement, après plusieurs semaines, le malade va récupérer la vision des couleurs. Donc c'est ça. Donc par exemple ici on a mis le malade sous ARAZE, puis il présente une cytolyse hépatique. Qu'est-ce qu'on va faire? Si la cytolyse inférieure à 5 fois la normale, surveillance 2 fois par semaine de bilan hépatique. S'il est supérieur à 5 ou bien s'il est supérieur à 6 fois la normale, on doit arrêter l'isoniazide et la pyrazinamide. On arrête la isoniazide et la pyrazinamide. Pourquoi on n'arrête pas la rifampicine? Parce que la rifampicine, c'est un indicateur enzymatique. Il va aggraver si on a une atteinte hépatique ou bien s'il est associé avec un médicament hépatotoxique. Mais lui-même, il n'est pas vraiment hépatotoxique. Donc, on arrête l'isoniazide et pyrazinamide et on garde la rifampicine et l'éthambutol. C'est le malade sous ARAZE. Ici, le malade sous ARAZE, on ajoute l'éthambutol. On ne laisse pas le malade sous un seul antituberculeux. Donc, et après la normalisation de la bilan hépatique, on ajoute l'isoniazide mais à dose minime, 4 mg par jour. Pour la pyrazinamide, à discuter.
si on pense à l'introduire, il faut dans un milieu hospitalisé, il faut un bilan hépatique chaque jour. Et si après l'introduction de pyrazinamide, il y a le cytolyse, il y a encore la cytolyse, c'est l'arrêt définitif. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Que le pyrazinamide est plus toxique que l'isoniazide. Donc c'est ça, on passe aux indications. Donc pour les schémas, les régimes sont les mêmes. On donne toujours Arazade pendant 2 mois, puis Arash pendant une durée d'entretien. La durée d'entretien, ça dépend de la localisation. Si pulmonaire, c'est 4 mois. Généralement, c'est 4 mois, sauf dans l'osseuse et méningée. L'os qu'on doit prolonger la durée jusqu'à 9 mois pour osseuse et pour ménager jusqu'à 1 année. Donc, comme j'ai déjà dit, généralement arrache 2 mois, puis arrache l'entretien. Mais cette trithérapie ARAZ2 est recommandée dans les formes graves, c'est-à-dire méningoencéphalite, pulmonaire, osseuse, mais pas tous les os. C'est les vertèbres seulement, c'est les spondylodicites et urogénitales. Sinon, on donne ARAZ, une trithérapie, puis arrache. ARAZ, on donne dans les ganglions, les os hors vertébrales et tuberculose urinaire par exemple. C'est ça. C'est l'essentiel. N'oubliez pas le bilan pré-thérapeutique, surtout dans les cas cliniques. On demande premièrement l'examen clinique, le poids, rechercher les comorbidités, l'alcool, femme enceinte, HGV, la prise de médicaments, surtout l'ostéoprogestation parce qu'on va donner la rifampicine. Chimie désirée, rechercher protéinurie, enfant d'œil, champ visuel, la couleur des visions, la FNAS, bilan rénal, bilan hépatique, l'acide urique. Aussi, n'oubliez pas la corticothérapie, 5 indications dans le cas de péricardite, dans le cas de méningoencéphalite, miliaire dyspnéisante, hypoxémiante, tuberculose hématopoïétique et lorsqu'on a une adénopathie volumineuse et persistante malgré un traitement antituberculeux. Donc c'est ça. On passe dans le cas d'une co-infection HIV tuberculose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, si le malade naïf il présente une tuberculose ou il est HIV, on commence le traitement antituberculeux, puis on passe aux antirétroviraux. Après quelle durée? Après 2 semaines, c'est selon le taux de CD4. Après 2 semaines, c'est le CD4 inférieur à 100 et après 2 mois, c'est le CD4 supérieur à 100. Donc, le taux de CD4, si le taux de CD4 est plus bas, on doit introduire rapidement le traitement antirétroviral dans le sens d'éviter la survenue d'autres infections opportunistes. Quel est le risque? Le risque, c'est l'IRIS, le syndrome d'instauration immunitaire. Donc, mais même si on a des risques, on n'arrête pas les antirétroviraux ni les antituberculeux. On donne des corticothérapies. Donc, si on va mettre le malade sur les antirétroviraux, il faut connaître que les IP, les inhibiteurs de protéase, sont contre-indiqués. La nivirapine aussi est contre-indiquée. Sauf dans le cas si on va donner la rivabitine à la place de la rifampicine parce qu'il est moins inductrice. Donc, mais on n'a pas dans l'Algérie la rivabitine, donc ou bien chez nous il n'y a pas la rivabitine, donc on doit donner la rifampicine. La rifampicine, c'est indicateur enzymatique. Donc, il va influencer sur l'effavirence. Donc, la rifampicine avec l'effavirence, il faut augmenter la dose de l'effavirence de 200. On va pas donner 200. L'habitude, c'est 200. On va donner 800. D'accord? Pour l'inhibiteur
inhibiteur de protéase, toujours donné avec la ritonavir. Inhibiteur protéase avec la ritonavir. Par exemple, lopinavir et ritonavir. Ritonavir. Donc, pourquoi? Parce que pour faire l'effet Bosti. C'est-à-dire, je vais augmenter la demi-vie de la première molécule, lopinavir, en inhibant les enzymes qui catabolisent ou détruisent la première molécule, lopinavir. Donc, c'est automatiquement, je vais diminuer les effets indésirables des épées. Donc, c'est ça. Il est recommandé de donner ce forme boostée pour diminuer les effets indésirables des inhibiteurs protéases. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il faut ajouter la vitamine B6 systématiquement chez les malades HIV. Donc, le problème, c'est surtout avec le problème, c'est pas pour l'inhibiteur nucléosidique de transcriptase. Le problème avec les IP et les inhibiteurs non nucléosidiques. Puisque le rifampicine, il va diminuer le demi-vie sérique des IP et des inhibiteurs non nucléosidiques. Donc, il devient moins puissante. Ils vont ils vont créer des résistances aussi. Pour la femme enceinte, c'est le même régime, mais il y a le risque de syndrome hémorragique néonatal. Donc, c'est ça, c'est l'essentiel. Il y a un autre... pour les complications, on a les BCG. Le BCG, attention, il ne faut pas traiter le BCG par le pyrazinamide. Pourquoi? Parce que le BCG, c'est la mycobactérie bovis. Et la mycobactérie bovis a une résistance naturelle à la pyrazinamide. Donc, il est recommandé de donner streptomycine locale en infiltration. Pour la surveillance, c'est l'afanase et la transaminase chaque semaine pendant un mois, puis chaque 15 jours, puis chaque mois. Si on a une cytolyse, j'ai déjà dit la conduite devant cytolyse. Donc, pour le BCG c'est contre-indiqué chez les HIV parce que c'est un vaccin vivant atténué. N'oubliez pas aussi le traitement préventif. On donne RH pendant 3 mois ou bien le H pendant 6 mois. Il est recommandé chez les enfants moins de 5 ans avec un cas dans l'entourage familial TBC confirmé. Il est systématiquement de traiter les enfants. Aussi l'HIV, dans le contexte, il y a une personne TBC positive, il est recommandé de donner le traitement, ou bien il est le quantiferon positif, sans signe radiologique ni clinique. Si le quantiferon positif, on traite le malade. Bon, il est recommandé de faire l'EDR. Si l'EDR supérieur à 15, on donne le traitement. S'il est inférieur à 14, on fait le quantiferon. S'il est positif, on traite. S'il est négatif, on ne traite pas. Donc, c'est ça. Et merci.